Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, pour votre émission De vous à moi, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le président du think tank Conscience républicaine, monsieur Yvon Eddy Steve Mungani. Avec lui, nous parlerons de 2024, année de la jeunesse. Comment est-ce que la République, la jeunesse congolaise doit faire pour relever ce défi? Bonjour Président. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le président du think tank Conscience républicaine. Votre think tank, c'est un cercle de réflexion. D'abord, pour une meilleure compréhension, en quoi consiste votre organisation? Alors, le think tank Conscience républicaine est un cercle de réflexion, comme vous l'avez dit, qui a pour vocation de réfléchir sur des thématiques de société, des problèmes de société, et être une force de proposition à notre jeunesse, à notre population, afin d'aborder les questions avec beaucoup plus de connaissances et de finesse. D'accord. Alors, vous êtes un laboratoire d'idées. Lorsqu'on parle de 2024, l'année de la jeunesse, quel regard portez-vous sur cette année? Alors déjà, les problèmes de jeunesse sont des problèmes intemporels. La jeunesse, de tout temps, a toujours été, doit être, et j'espère sera, la priorité des priorités. Il ne nous a pas échappé que le recensement général de la population a encore relevé que les jeunes sont majoritaires dans notre pays, 76% de la population. Alors que le président de la République ait décidé de décréter 2024 année de la jeunesse, je pense que c'est une aubaine que tout le monde doit saisir, et surtout les pouvoirs publics, pour affiner les politiques à l'endroit de cette force de la population. D'accord. Alors, 2024, l'année de la jeunesse, est-ce que c'est une opportunité ou un défi pour les jeunes? Pour la République, j'ai envie de dire, pour la République, parce que si on rate le coche, on va droit dans le mur. 76% de la population est jeune. Il faut faire quelque chose de cette jeunesse. Il faut lui donner des repères, il faut lui donner de quoi espérer, il faut lui donner les moyens d'affronter le présent et l'avenir. Donc c'est un grand rendez-vous, et j'espère que tout le monde, mais vraiment tout le monde, va se concentrer sur tous les problèmes que rencontre la jeunesse. Elle-même d'ailleurs doit se mobiliser afin de se faire entendre et de profiter de cette perche tendue par le président de la République. Et comment est-ce que cette jeunesse peut saisir cette opportunité? Moi, je pense que c'est d'abord au pouvoir public de poser les bases, j'ai envie de dire. Nous voyons bien qu'il y a des problèmes de plus en plus complexes avec les jeunes. Il y a de l'incivisme qui s'est installé, il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'oisiveté, beaucoup de perte de repères. Donc il est important de voir de façon globale et spécifique comment faire en sorte que notre jeunesse puisse s'en sortir. Il y a aussi les problématiques liées à la famille. Parce que parler de jeunesse, c'est un cadre global, mais dedans, il y a plusieurs problématiques qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, le président a affiché une volonté politique qui n'a échappé à personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, de tout temps, la jeunesse est la priorité. Maintenant, il faut que de façon effective, efficiente, coordonnée et responsable, que l'on puisse poser les bases de ce grand chantier. Et on commence par quel domaine? L'éducation? Sûrement l'éducation, la formation, la santé, la famille, le logement, la culture. Il faut que les jeunes aient des bons repères, de l'histoire, il faut de la formation, je l'ai dit, de qualité. Il faut les préparer aux défis de demain, les amener à mieux maîtriser les outils qui vont leur permettre de s'épanouir. Donc, le chantier est très vaste.
D'accord. Lorsqu'on voit l'incident du lycée 5 février, est-ce qu'on peut parler d'un échec? Est-ce que l'éducation nationale a échoué? J'ai vu les images de ce dont vous parlez et j'étais dépité. C'est très grave ce qui s'est passé au lycée 5 février. J'espère que tout le monde prend la mesure de la gravité de la situation. Alors, effectivement, ce n'est pas la faute du hasard si on en est arrivé à de telles extrémités. Il y a sûrement eu des manquements, des errements. Tout le monde n'a pas pris sa part de responsabilité et il est important que chacun fasse son examen de conscience. C'est très grave ce qui est arrivé. C'est très grave. Donc, des premières mesures ont été prises, sanctionnant clairement ces actes inciviques, mais il faudra aller plus loin parce que je pense que ce qui s'est passé est la conséquence d'un certain laisser-aller, d'un certain abandon de ces jeunes-là. Il faudra maintenant trouver des solutions efficaces pour faire en sorte que cette jeunesse puisse prendre conscience enfin de la nécessité d'être des citoyens corrects. D'accord. Pourtant, depuis quelques années, nous avons vu de la part du gouvernement une certaine prise en charge, notamment le retour de l'instruction civique à l'école, l'harmonisation du tenue scolaire. On voit que le gouvernement fait tout pour conscientiser les jeunes, pour ramener cette jeunesse à la raison. Mais malheureusement, on constate que le mal est peut-être plus profond que ce que l'on pensait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est irréversible? Non, la situation n'est pas irréversible. Et bien évidemment, il ne faut pas accepter la fatalité. Je pense qu'il y a nécessité de faire en sorte que tout le monde participe à la recherche de la solution. Voilà, que les pouvoirs publics, les associations, les parents, les jeunes eux-mêmes puissent trouver un cadre de concertation permanent pour prendre des décisions qui s'imposent. Des décisions qui s'imposent. Il n'est pas question d'attendre les bras croisés que certains fassent. Les pouvoirs publics ont commencé, mais on voit que les mesures semblent ne pas vraiment fonctionner. Il faut aller beaucoup plus loin. Et le fait que 2024 soit décrété année de la jeunesse, je suppose que des moyens encore plus importants et surtout une mobilisation plus forte va être mise en place pour endiguer ce problème-là, car on ne peut pas continuer à vivre dans cette ambiance-là. Là, vous parlez des actes inciviques, mais il y a aussi beaucoup de violence, il y a aussi beaucoup de pauvreté auprès des jeunes, il y a beaucoup de difficultés, des problèmes de santé, la santé des jeunes. Il y a toutes ces questions qui méritent d'être abordées de façon franche avec toutes les franges de la société. D'accord. On parle beaucoup du ministère de la Jeunesse, mais très peu des Affaires sociales, alors que c'est le ministère des Affaires sociales qui travaille avec les familles. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut une politique de proximité pour chaque famille? Déjà, je pense que la question est tellement complexe que c'est tout le gouvernement qui doit, de façon ordonnée, concertée, avec une certaine synergie, traiter les problèmes. Ça va dans tous les sens. On a parlé tout à l'heure d'éducation, de santé, de logement, de culture, de sport. Enfin, c'est un tout. Et il faut créer les conditions pour que les jeunes Congolais puissent s'épanouir. Malheureusement, on en est un peu loin. Et ce que nous voyons, ce que nous vivons avec cette partie des jeunes qui s'adonnent à des comportements pas très corrects n'est que la conséquence d'un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été traités en amont. Donc là, j'espère que le gouvernement va
de façon beaucoup plus coordonnée, traiter les problèmes en concertation avec la société civile, avec les parents. Il y a un rôle important aussi des parents dans l'éducation des jeunes, des enfants. Et il est important que nous revenions à des fondamentaux qui permettront que nos jeunes aient des bases solides et des perspectives plus intéressantes. D'accord. Les fondamentaux, c'est aussi la chicotte à l'école, parce que, bon, on a créé des mécanismes, la justice restaurative et tout, mais est-ce qu'aujourd'hui on ne berce pas trop cette jeunesse-là aussi, que certains observateurs appellent d'ailleurs la jeunesse androïde, qu'on berce un peu trop? Est-ce qu'il ne faut pas le retour de la chicotte à l'école? Il faut le retour de la discipline, il faut le retour de l'ordre, il faut le retour de la responsabilité, il faut l'instruction civique, il faut le retour de l'autorité. Voilà comment on peut déjà revenir à des fondamentaux qui permettent de donner des bases. Des prisons spécialisées aussi? Prison, bon, il y a des... Oui, bien évidemment, la réponse carcérale, je crois qu'il y a des projets comme ça à l'étude, à Aubéville et ailleurs, mais encore, il faut aller plus loin, il faut penser à la réinsertion de ces jeunes-là. Faut qu'ils reviennent dans la société en devenant des citoyens qui respectueux des règles de la vie en communauté. Donc, il y a un volet éducatif fort, mais qui doit découler de fondamentaux, de justice, de conditions de vie, de formation, d'information. Regardez l'état de nos écoles, regardez l'état de nos quartiers, regardez l'état de nos hôpitaux. Est-ce que c'est pas là qu'il faut mettre les moyens pour permettre que les jeunes puissent s'épanouir? Rendre l'école attractive. Rendre l'école attractive, mais déjà ramener tout le monde à l'école publique. Il est quand même curieux. L'autre fois, c'est même bien qu'on en parle. J'ai eu une discussion avec un proviseur qui me disait, un proviseur d'une école publique, dont tous les enfants sont dans une école privée. Comprenez bien que lui-même ne semble pas convaincu de la qualité de sa responsabilité, puisqu'il est proviseur d'une école, mais ses enfants ne sont pas dans cette école. Alors, pour que les autorités, les politiques, les pouvoirs publics puissent s'intéresser un peu plus à l'école, par exemple, pourquoi on ne ferait pas en sorte qu'il leur est fait obligation de mettre leurs enfants aussi dans ces écoles-là? Peut-être qu'ils se sentiraient un peu plus concernés. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures qu'on pourrait étudier, mais les pouvoirs publics, surtout, doivent se sentir beaucoup plus concernés par l'école, par les jeunes, par les conditions de vie, par la situation globale des jeunes. Et le fait que 2024 soit l'année de la jeunesse permet déjà que l'on mette sur la table de façon franche toutes ces questions-là. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui aujourd'hui, au lieu d'aller à l'école, préfèrent attendre les autres dehors pour perturber les cours? Les jeunes qui, au lieu de se débrouiller, préfèrent se droguer et s'exposer aux maladies. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? En tout cas, la société, l'État ne doit pas accepter cela. Le diktat des bandits, le règne des voyous, les comportements malheureux dont vous venez de parler ne doivent pas s'installer. On ne doit pas trouver ça normal. Donc il faudrait que l'ordre puisse sévir. Tout le monde doit savoir qu'il n'est pas bon de s'adonner à ces actes-là. Bien évidemment, il faut aussi se dire que ces jeunes sont en détresse. Ces jeunes sont en détresse, ils sont victimes de leur environnement, ils sont victimes de leur situation. Donc, il y a nécessité de rapidement mettre en place des politiques pour les prendre en charge, pour les suivre, les encadrer, les réinsérer dans la société et en faire des hommes et des femmes dignes. D'accord. Et comment
associer les parents à la réussite de cette année, parce qu'il y a des parents qui sont démissionnaires, qui n'éduquent pas leurs enfants. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ces parents à la raison? Là aussi, je crois que la loi est claire. Être parent, c'est une responsabilité. Personne n'est devenu parent parce qu'on lui a mis un fusil sur la tempe. On décide d'être parent, c'est une responsabilité que l'on doit assumer pleinement. Donc déjà, rappeler aux parents leurs responsabilités et étudier avec eux, voir avec eux comment les aider au mieux à bien éduquer leurs enfants. Mais quand on fait un petit focus sur certaines situations difficiles, on se rend compte que les enfants qui posent problème vivent dans des environnements insalubres, sont parfois dans des familles uniparentales, sont parfois dans des familles où les parents sont au chômage et donc n'ont pas toujours les moyens d'assurer une éducation correcte à leurs enfants. Et il y a aussi le chômage des jeunes, il y a aussi la crise des vocations, il y a aussi les problèmes d'orientation à l'école, d'adéquation entre les formations et le monde du travail et le marché. Donc il y a un ensemble de choses à voir, mais il faudrait que chacun prenne ses responsabilités clairement. D'accord. Vous avez parlé des familles monoparentales. Est-ce qu'aujourd'hui, la prise en charge des mères célibataires, des veuves, s'impose dans notre pays? Parce que jusque-là, nous n'avons pas d'allocation familiale. Et vous l'avez dit, il y a un problème aussi dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps d'ouvrir un débat sur l'allocation familiale au Congo? Oui, clairement, il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre les injustices sociales, il faut lutter contre toutes les souffrances dans le but, bien évidemment, de permettre aux familles de jouer pleinement leur rôle. Il faut lutter contre le décrochage scolaire, il faut lutter contre l'abandon des jeunes filles mères, elles sont nombreuses, dont les conjoints après disparaissent, ne se sentent pas responsables vis-à-vis de ces femmes et de ces enfants-là. Donc effectivement, sur ce point, il y a des politiques beaucoup plus fortes, mais toujours avec le souci de faire en sorte que les personnes vulnérables retrouvent leur dignité. Voilà, il ne faut pas leur mettre une laisse, il ne faut pas les assujettir, il faut les aider à retrouver leur dignité, à retrouver les moyens de se prendre en charge. Oui. Dans notre société, nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de pères de famille qui traînent dans ce que nous appelons les maquis, qu'on appelle ici les nganda. C'est toujours plein. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des verrous aujourd'hui dans le mécanisme d'ouverture d'un VIP ou d'un nganda, comme on l'appelle? Oui, mais la loi pourtant est claire là-dessus. Les textes sont clairs, mais ils ne sont pas appliqués. Il est malheureux de constater que dans nos quartiers, dans nos villes, il y ait plus de bars que d'écoles. Il est triste de voir à chaque fois, en semaine même, que ces endroits sont fréquentés, très fréquentés, et qu'on ne fait même plus attention à la limite d'âge. Même les jeunes mineurs se retrouvent dans ces endroits-là. Ça ne fait pas la fierté de notre ville, de notre pays, et ça n'aide pas à créer un climat qui permette aux gens de réfléchir, de se concentrer sur ce qui est essentiel. D'accord. Alors, l'année de la jeunesse, c'est aussi la redynamisation du secteur privé. Les jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, lancent un cri d'alarme, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, qui pensent que certaines décisions, certaines annonces du président de la République ne sont pas respectées. Est-ce que vous avez constaté cela aussi dans le secteur privé? Alors, on va dire le secteur de l'emploi, généralement, c'est ça. Il y a effectivement beaucoup d'inquiétudes auprès des jeunes qui trouvent qui manquent beaucoup d'opportunités. Et le chômage des jeunes est à un niveau assez élevé dans notre pays.
Bien évidemment, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, mais j'ai envie de dire à nos jeunes qu'ils doivent faire preuve d'un peu plus de courage, un peu plus de volonté. Je connais beaucoup de jeunes qui cherchent un emploi, enfin disent chercher un emploi, mais n'ont jamais fait la ronde des entreprises pour déposer des CV. Ils ont des appréhensions, ils préfèrent passer par des connaissances pour être pistonnés. Mais à un moment, le monde du travail nécessite une certaine attitude, une certaine volonté, un certain engagement. Donc il faut y aller un peu plus. Au lieu de se plaindre, il faut affronter la réalité et amener le gouvernement à suivre. Beaucoup d'annonces ont été faites. Faut les saisir pour mettre à l'épreuve la parole de l'État. Et j'ai l'impression aussi, bien que je reconnais les difficultés que nos jeunes ont, qu'il y a parfois une tendance à attendre, à se plaindre, à privilégier la fonction publique. Bon, on attend. Il faut beaucoup plus de volonté parce que voilà, le monde est stone, comme on dit, et il faut sortir de la fatalité. On a trop tendance à considérer la difficulté comme une fatalité. Ben non, il faut changer cet état d'esprit et mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités aussi. D'accord. Donc, je vais revenir sur cette question pour parler des marchés de l'État. Il y a une certaine condition. Les textes disent que jusqu'à tel milliard, le marché doit être confié à un entrepreneur congolais. Mais sur le terrain, on constate autre chose. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, tout ça, là, nécessite aussi... il y a beaucoup de rumeurs autour de ces questions parce que je me rappelle à l'époque... dans les années 2002-2009, je crois que c'était la Nouvelle Espérance, il y avait eu à ce moment-là une vraie libéralisation des marchés et beaucoup de nos compatriotes avaient pu accéder à la commande publique. Qu'est-ce qui avait été fait? Où sont-ils? Vous gardez un mauvais souvenir de cette expérience? C'était très bien. On a donné la chance aux Congolais de... pouvoir voilà, mais je sais pas, il y a eu beaucoup d'éléphants blancs, on ne sait pas structurer de sorte qu'il y ait pérennisation de ces entreprises. Maintenant, c'est sûr que des Congolais qui ont des compétences, qui ont une volonté, qui ont une envie de bien faire les choses, il y en a beaucoup. Et je crois que là aussi, on doit appliquer les textes qui sont favorables à ce que des Congolais puissent s'investir dans les affaires, dans le business, dans la commande publique. Donc j'espère que les textes vont être respectés. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat? D'abord que c'est dur. Il faut intégrer le fait que l'entrepreneuriat, c'est pas une plaine tranquille. C'est un chemin compliqué, complexe, mais qui demande beaucoup de courage, de volonté. Donc savoir ce que l'on veut et rêver toujours et travailler pour concrétiser ses rêves. Il faut y aller, il faut y croire, il ne faut pas considérer la difficulté comme une fatalité. Voilà. Donc qu'ils entreprennent, qu'ils y aillent, qu'ils croient en eux d'abord et qu'ils se donnent les moyens d'y aller. La chance va sûrement les rencontrer. D'accord. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot, une phrase en particulier que vous avez souhaité communiquer lors de notre entretien, mais que vous n'avez pas eu la possibilité de dire? Bon, je veux dire que moi, je crois en la jeunesse. Je pense que c'est un atout formidable, si et seulement si nous créons les conditions pour lui permettre de s'épanouir, de s'en sortir. Si on ne fait pas de notre jeunesse une force, il y a de fortes chances que dans les années à venir,
le Congo puisse dégringoler. Nous avons un atout formidable, que cette année dédiée à la jeunesse puisse trouver l'assentiment de tous, de toutes les couches de la société, afin que de façon concertée, organisée, structurée, que nous puissions prendre nos responsabilités et faire en sorte que cette jeunesse puisse aller de l'avant. D'accord. Il y a certains seniors, lorsqu'on leur sollicite pour une interview ou un travail, ils disent « Ah, moi je ne suis plus tout jeune ». Est-ce que ça signifie que les seniors doivent croiser les bras vu qu'on a parlé de l'année de la jeunesse? Non, 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 non. Mais ils ont une responsabilité dans la société. C'est tout le monde qui doit travailler, chacun à sa place, pour assurer la bonne continuité de notre nation. Les anciens tendent la main aux plus jeunes pour les aider à monter. Les plus jeunes mettent à profit leur énergie pour que voilà, nous puissions poursuivre la marche vers un avenir que nous souhaitons meilleur. D'accord. Et du côté de votre cercle de réflexion, est-ce que vous avez des initiatives, des projets que vous avez mis en place pour la réussite de cette année? Comme toujours, la jeunesse a toujours été au cœur de toutes nos activités. La jeunesse congolaise en particulier, pour les raisons qu'on a évoquées, a toujours fait partie du cœur, c'est notre cœur de cible. Et naturellement, nous allons nous insérer dans la dynamique générale pour ici et là faire des propositions. Là déjà, nous travaillons à un rapport que nous souhaitons rendre auprès de la commission éducation de l'Assemblée nationale. Ça concerne les langues nationales. Et en plus, dans dans quelques jours, l'humanité va célébrer la journée internationale des langues maternelles. Faire la promotion de ces langues-là parce que, vous savez, le génie congolais ne pourra se développer que lorsque il saura s'exprimer. Mais il doit s'exprimer comment? Il doit s'exprimer dans nos langues, il doit s'exprimer dans nos cultures, dans la mise en avant de nos traditions. Et donc, sur ce point, par exemple, nous avons prévu proposer quelques pistes de solutions afin de faire la promotion de nos langues maternelles. Il y a aussi, dans quelques temps, des activités prévues sur le point de la responsabilité sociétale des entreprises, la sécurité et la santé au travail, la situation des veuves, la situation des filles mères, l'hygiène, la santé en milieu scolaire, la pratique du sport. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait ça s'appelait les Jeux de l'ONSU, des compétitions inter-écoles qui faisaient vivre le milieu scolaire et estudiantin, qui était très prisé. Et pourquoi pas revenir aussi à cela. Et donc voilà, sur toutes ces thématiques-là, nous allons au courant de l'année faire des propositions et rencontrer nos jeunes pour en discuter. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le manque des activités périscolaires à l'école représente un grand problème? Très clairement. Oui. Très clairement. Et pourtant, regardez un peu la configuration de nos écoles publiques. Elles avaient été bâties sur des grands terrains où on avait prévu des espaces pour récréation, pour la pratique du sport, pour un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, tout ça est un peu à l'abandon. Il y a pas mal d'infrastructures sportives qui ont été créées et construites ici et là, qui sont à l'abandon. Donc par le sport, bien évidemment, il y a moyen de redynamiser notre jeunesse et de lui donner de belles perspectives. D'accord. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Est-ce que vous allez briser la glace, aller à la rencontre de tous les jeunes? Vous savez, nous avons connu une urbanisation sauvage. Il y a des maisons qui se trouvent sur les montagnes. Est-ce que vous allez briser la glace pour aller à la rencontre de ces jeunes-là qui n'ont pas accès à l'école, accès à l'électricité, pour d'autres, accès à l'eau potable? C'est notre responsabilité. Nous les rencontrons. Nous les rencontrerons. C'est à l'État de créer les conditions pour que cela n'arrive pas. Nous sommes quand même dans un État, on ne fait pas ce qu'on veut.
il y a des règles. Donc il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités pour faire en sorte que les populations habitent dans des zones viabilisées. Accessibles, viabilisées, avec de l'eau et de l'électricité, de l'eau potable et de l'électricité, qu'on puisse se déplacer. Le problème de déplacement dans notre capitale, dans nos grandes villes, c'est une galère pour les jeunes. Une galère. Donc toutes ces questions, effectivement, nous sommes en contact avec les jeunes, avec les Congolais, et nous allons continuer à servir de passerelle pour informer, sensibiliser et travailler avec toutes celles et ceux qui le veulent bien, surtout les pouvoirs publics, afin de trouver des solutions à tous ces problèmes. D'accord. Monsieur Yves Ediste Mungani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.